Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition. Cérémonie de signature au ministère de la Coopération internationale d'un accord portant sur la subvention du projet de construction du pont Kaka. Le financement de ce projet est assuré par le pays du soleil levant à hauteur de 1,254 milliard de yens. Le feuilleton judiciaire du bras de fer entre Malik Sankon et Selou Dalen Diallo s'est ouvert ce mercredi au tribunal de première instance de Dixine. Le premier accuse le second de propos diffamatoires à son encontre. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis, conférence de presse du sélectionneur du Stili national de Guinée. Au menu de la rencontre, la perspective du match Guinée-Zimbabwe comptant pour les préliminaires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais avant de développer tous ces titres, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est envolé mardi soir pour le Royaume-Uni où il doit prendre part au 39e sommet du G8, un sommet consacré cette année à la sécurité alimentaire et à la révolution de la transparence dans le domaine de l'industrie extractive. Billy Nankuma Condé nous en dit davantage. À l'invitation de David Cameron, le Premier ministre britannique, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la soirée de ce mardi à Londres, dans la capitale du Royaume-Uni. Le président de la République doit prendre part du 17 au 18 juin au 39e sommet du G8 qui regroupe les 8 plus grandes puissances du monde. Il s'agit des États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Canada, l'Italie, la Russie et le Royaume-Uni. Alpha Condé et ses pairs auront à discuter de la sécurité alimentaire et la révolution de la transparence dans le domaine de l'industrie extractive. À l'image de sa visite légendaire à la Maison-Blanche au lendemain de son élection en juillet 2011, cette invitation du Premier ministre anglais sonne, selon les proches du professeur Alpha Condé, comme une récompense pour tous les efforts consentis dans le cadre du dialogue politique, ce pour parachever la transition dans son pays. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en qualité d'invité exceptionnel, participe pour la deuxième fois à un sommet du G8 après celui de Deauville en France en mai 2011. Lors de cette même visite, le numéro 1 guinéen assistera également au défilé militaire Dropping de couleur à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine Elisabeth II le 15 juin prochain. Commentaire signé Billy Nankuma Condé. Autre facette de l'actualité, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, le ministère de la Coopération internationale et l'ambassade du Japon en Guinée ont signé ce mercredi un accord. Il porte sur la subvention non remboursable du projet de construction du pont Kaka situé dans la préfecture de Koya. Sur la nationale numéro 1, le coût de réalisation de ce projet est estimé, tenez-vous bien, à 1,254 milliard de yens, soit environ 12 140 000 dollars américains. Le point avec Mohamed Malik Diallo. La Guinée et le Japon consolident une fois de plus leurs relations d'amitié et de coopération, cette fois-ci à travers la subvention du projet de construction d'un nouveau pont à Kaka au lieu de la rénovation de l'actuel pont. L'âge avancé de ce pont et son état proche du délabrement constituent des risques aux conséquences désastreuses s'il arrivait à s'écrouler. C'est pourquoi les autorités guinéennes ont initié ce projet d'aménagement du pont Kaka qui va être financé par le Japon et exécuté par l'Agence japonaise de coopération internationale. Nous sommes réunis ici ce jour pour procéder à la signature d'un accord portant sur une subvention financière non remboursable d'un montant d'1,250 milliard de yens, environ 80 milliards de francs guinéens, destiné à la construction du pont Kaka dans la préfecture de Koya sur le réseau national numéro 1. Lors du 5e sommet de la TICAD, le gouvernement japonais s'est engagé dans une nouvelle dynamique de partenariat et de coopération pour le développement des pays de l'Afrique, notamment la Guinée. Ce projet s'inscrit pleinement dans le processus de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, dont la 5e session s'est tenue il y a une dizaine de jours à Yokohama, au Japon. Lors de cette conférence, la promotion des infrastructures d'aménagement a été confirmée comme un axe essentiel de la coopération Japon-Afrique.
Situé dans la préfecture de Koya sur la nationale numéro 1, ce pont permet de relier Conakry à la Guinée profonde et aux pays voisins tels que le Mali et la Sierra Leone. La réalisation de cet ouvrage devrait faciliter et garantir la circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi améliorer les échanges commerciaux entre la Guinée et les pays de la sous-région ouest africaine. La réalisation du nouveau pont de Kaka nous permettra de mettre cette nouvelle infrastructure, dans les standards de la CEDEAO pour lesquels nous avons obligation aujourd'hui. En plus, c'est le premier pont d'une série de 4 ponts sur lesquels nous avons travaillé plusieurs années. Nous osons espérer, et nous le souhaitons vivement, que la coopération japonaise, qui n'a jamais fait défaut, puisse également aller dans le sens de nous aider à réaliser les autres infrastructures. La signature de l'échange de notes entre le ministre de la Coopération internationale et l'ambassadeur du Japon, puis la remise de cet accord à la représentante de l'Agence japonaise de coopération internationale et au ministre d'État chargé des travaux publics et des transports ont mis un terme à cette cérémonie. Dans l'actualité également, le projet de mise en œuvre de la police de proximité, un cheval de bataille pour les autorités guinéennes et les partenaires au développement. Après le financement de ce projet par l'Union européenne la semaine dernière, ce mercredi, une rencontre a eu lieu pour son lancement. Elle a réuni, outre le Premier ministre-chef du gouvernement, plusieurs personnalités de haut rang. Benou Marcela. C'est une rencontre de lancement du projet de renforcement des capacités de la police nationale par la mise en œuvre de la police de proximité, un engagement du gouvernement et de ses partenaires qui s'inscrit dans la logique des autres initiatives prises dans le cadre de la réforme des services de sécurité. La sécurité étant un droit et l'insécurité un non-droit, nous avons obligation à cheminer ensemble pour apporter une meilleure sécurité à nos populations. Initié en 2011 par la Guinée et le PNUD, le projet de création de la police de proximité est financé par les partenaires au développement à plus de 45 milliards de francs guinéens. Ce financement intervient après un diagnostic du secteur de la sécurité caractérisé par la confusion des rôles, la désorganisation, l'indiscipline et le manque de moyens qui ont engendré un climat de méfiance entre les populations et les services de sécurité. Cet appui est destiné à renforcer, d'une part, la prise en compte des besoins sécuritaires spécifiques des femmes à travers la mise en place des unités spécialisées dans le traitement des violences basées sur le genre et d'autre part de rehausser le niveau de contrôle de l'inspection générale de la police nationale et troisièmement l'installation d'un système de traitement des appels de secours pour améliorer les capacités de coordination des brigades anticriminalité, communément appelées BAG. Cette rencontre a été une occasion pour le ministre, conseiller à la présidente chargée de la réforme des services de sécurité, de dégager le rôle dévolu à la police de proximité. La police de proximité, ce n'est pas seulement une police de territorialisation comme on pourrait l'imaginer. C'est une police qui est par vocation à la fois préventive, dissuasive et répressive. À cet égard, elle exerce pleinement ses prérogatives de police judiciaire, participe au renseignement criminel, met en œuvre les techniques innovantes de la police scientifique. Président de la rencontre, le Premier ministre n'a pas manqué de remercier les donateurs qui veulent faire de la police guinéenne une police plus proche des populations. Mohamed Saïd Fofana a appelé les Guinéens à faire l'examen de conscience, toute chose qui pour lui permettra au projet de réussir. Et à propos justement de la réforme des services de sécurité, eh bien, force est de constater que beaucoup d'efforts restent à faire pour parvenir au succès escompté. Illustration à Dobreka où des citoyens ont investi dans la nuit de mardi à mercredi les rues du centre-ville et pour cause, ils protestent contre les opérations clandestines dont ils s'estiment être victimes de la part de certains hommes habillés en uniforme de la gendarmerie. Sur place, les précisions de notre correspondant Ansman Kumbasa. Ces hommes habillés en tenue de gendarme étaient leur 6e opération le mardi passé entre 20h et 21h au port de pêche de Doubreka où ils se sont livrés à faire des coups de sommation pour plonger les pêcheurs et les populations riveraines du
port dans une panique cauchemardesque avant de s'emparer des biens des pauvres citoyens. Argent, téléphone et autres, tout a été emporté. Pour cette 6e opération, ces hommes en tenue de gendarmes armés étaient venus dans un véhicule pick-up 4x4 couleur bleue. Sur les portières duquel on pouvait lire PECO numéro 16. En rebroussant chemin, en plus des biens des citoyens retirés, ils ont arrêté et envoyé avec eux 2 jeunes faisant partie de ceux qui ont opposé une résistance farouche à leur opération. Rappelez que lors des 5 premières opérations de ces soi-disant agents, des femmes marchandes du port de pêche ont été expropriées, des personnes arrêtées puis relâchées après les avoir épouillées de leurs biens. Pour exprimer leur ras-le-bol, les populations victimes du port de pêche de Doubreka, très furieuses, se sont dirigées et pris d'assaut la résidence du préfet où il y a eu des jets de pierre avec des paroles grossières dans la nuit du même mardi avant d'arriver à la gendarmerie départementale de Doubreka dont les agents étaient au courant de rien. Ce mercredi, pendant que les autorités et services de sécurité étaient appelés à l'éradication de la situation vers Conakry, ces pourtant victimes prenaient encore d'assaut les rues de la ville. Il est donc aisé de comprendre que c'est une situation de panique et d'insécurité que se trouvent confrontées les populations de Doubreka, ce qui est une préoccupation pour les autorités de la place. Retour à Conakry où viennent de s'achever les travaux de l'atelier de formation des cadres de l'administration publique à l'utilisation de la fiche d'analyse de projets et programmes organisée par le département du plan avec l'appui du PNUD. La formation qui s'est étendue sur 3 jours devrait permettre aux participants de renforcer leur capacité sur la connaissance et le remplissage de cette fiche d'analyse des projets et programmes. Alpha Oumar Bari. 3 jours d'intenses travaux auront permis aux cadres de l'administration publique de renforcer leurs capacités en matière de connaissance, d'analyse et de remplissage de la fiche d'analyse de projets et programmes. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations et se disent satisfaits des thématiques développées qui, à leurs yeux, correspondent à leurs attentes. Cette formation-là, ça nous a permis d'harmoniser les points de vue sur le remplissage des fiches techniques. Les thématiques sont bien conformes à nos attentes, telles que l'intervention des différents bailleurs de fonds. Il faut maîtriser ça avant de remplir les fiches. La programmation au niveau des investissements publics, c'est-à-dire le processus de PIP, pour qu'on ait un produit fini. Le formateur de cet atelier, un expert en suivi et évaluation du PNUD, a salué l'esprit qui a animé les participants tout au long de cette formation de 3 jours. C'est des impressions de satisfaction. Satisfaction parce que j'ai eu affaire à des cadres qui étaient vraiment décidés à mieux comprendre ce que c'est que le processus de programmation des investissements, à mieux comprendre comment renseigner les différentes fiches de programmation et d'analyse afin de mieux faire. Nous avons eu 3 jours très riches où les échanges ont été vraiment très fructueux. À l'issue des travaux, le ministre du Plan s'est réjoui de la tenue de cet atelier. Il estime outre mesure que la rencontre répond au souci du gouvernement de mieux qualifier la prestation des cadres de l'administration publique. La pertinence et la qualité des débats, ainsi que les suggestions et les recommandations qui viennent d'être faites, permettent d'affirmer que cet atelier a pleinement atteint ses objectifs. C'est pourquoi nous osons croire que l'exercice de programmation qui suivra le présent atelier aboutira indéniablement à l'identification des projets et programmes pertinents et compatibles aux besoins des populations. Une belle initiative à saluer quand on sait que la formation est la meilleure arme pour mener à bien toute action. Autre rencontre à se mettre sous la dent, c'est la fin ce mercredi des travaux de la réunion préparatoire des États généraux du secteur de l'urbanisme et de l'habitat axée sur le foncier. La rencontre a permis aux participants de poser les jalons des réformes nécessaires à la promotion d'une gestion foncière durable. C'est le chef du département concerné qui a présidé les travaux, Fanta Conté.
En Guinée, le secteur de l'habitat est en crise depuis de nombreuses années, et ce, malgré les efforts consentis par les autorités. Il s'agit entre autres de la promulgation du code foncier et domanial, mais malgré ces acquis, de réels problèmes fonciers et d'aménagement demeurent aussi bien dans les zones urbaines que rurales, à savoir la construction anarchique qui favorise souvent l'insécurité. Ces directeurs préfectoraux, régionaux et communaux de l'habitat ont pendant 2 jours tracé la feuille de route qui permettra au cours des prochaines concertations des États généraux de trouver les solutions les mieux adaptées pour une gouvernance foncière consensuelle et durable. Des difficultés jonchent notre parcours, mais il y a aussi que nous-mêmes nous sommes acteurs à des moments. Ce qui nous rend la tâche un peu difficile. La moindre des choses que je vous demande, c'est que nous devons d'abord nous considérer comme des citoyens à part entière de ce pays et que nous avons une responsabilité à assumer. C'est de donner à chaque Guinéen une parcelle qu'on ne pourra pas demain revendiquer de quelque nature que ce soit. 1. Deuxièmement, permettre à chaque Guinéen d'avoir un logement. Troisièmement, permettre à chaque Guinéen de ne pas souffrir de nos tracasseries administratives quand il est question d'avoir les papiers de l'administration au sein de l'habitat. Ensuite, être solidaire entre nous. Cette réunion préparatoire des États généraux du foncier a été une occasion pour les participants de s'approprier des outils de gestion du secteur. La démarche vise à mettre en place un système efficace pour l'exécution de la politique Habitat Vision 2021. La réunion recommande l'adoption des thèmes de référence relatifs à l'organisation des États généraux sur le foncier tels que amendés en plénière, l'utilisation effective des différents codes comme outils de travail dans les services, le lancement immédiat du processus d'organisation des États généraux en assurant l'implication de toutes les parties prenantes. Les États généraux du foncier qui se tiendront prochainement devraient permettre d'identifier et d'analyser les problèmes fondamentaux de la gestion foncière. Autre fait marquant de l'actualité, la Fédération des associations professionnelles et organisations des journalistes de Guinée a tenu ce mercredi son assemblée générale, conjuguer les efforts pour mieux affiner la stratégie de défense des droits des journalistes et promouvoir la démocratie. Tels étaient les centres d'intérêt de cette rencontre. Il a aussi été question de la présentation des statuts et règlements de la Fédération. Les détails avec Diao Bachir. La Fédération des associations professionnelles et organisations des journalistes FAPOS Guinée en abrégé est une structure des médias qui a pour mission de réunir les synergies pour mieux défendre les droits des journalistes. Il s'agit de mettre en réseau tous les efforts engagés par la structure dans la promotion des valeurs démocratiques en Guinée, d'où l'ouverture de cette assemblée générale. Cette journée a été initiée pour faire une séance de restitution sur les statuts et les règlements intérieurs de la Fédération. On a déjà eu préalablement 2 séances appuyées par le projet Faisons Ensemble, le 6 février et le 8 mai. À l'issue de ces séances, on a fait des recommandations. Donc, il s'agissait de faire une mise en place d'une fédération des associations de presse. Pourquoi une fédération des associations de presse? Il a été remarqué que plusieurs associations naissent, mais généralement elles ont les mêmes buts. Donc, pourquoi ne pas fédérer les actions pour avoir plus d'intérêt à agir dans les différentes actions. La directrice de l'ONG Faisons Ensemble espère que cette initiative, qu'elle juge salutaire, participera à la promotion de la jeune démocratie guinéenne et renforcera les capacités de travail de tous les journalistes. Cette fédération que vous allez mettre en place donc sera ce corps qui va vous permettre de parler d'une même seule voix pour l'intérêt des médias que vous représentez et pour défendre des valeurs démocratiques ici en Guinée. Le modérateur de la rencontre, pour sa part, fonde tout son espoir quant à la réussite de la mission. Je souhaite que les textes qui vont être issus de vos travaux soient des textes que chaque association va respecter scrupuleusement et en même temps que chaque association puisse défendre à l'intérieur de la fédération son autonomie.
La validation du texte apportant statut et règlement de la fédération est prévue à la fin du mois-ci lors d'une assemblée constitutive. Ouvrons maintenant le chapitre judiciaire de cette édition avec les suites de plaidoiries des avocats de la défense à la cour d'assises dans le cadre du procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. À l'instar de ses autres confrères de la défense, Maître Macky Touré a plaidé non coupable la cause des personnes jugées dans cette affaire. Les précisions de notre spécialiste maison des questions de justice, Fanny Guilavogui. Le feuilleton judiciaire du 19 juillet, dans son dernier épisode avec les avocats de la défense en scène, il tente de mettre à nu les thèses déjà développées par le ministère public et les avocats de la partie civile. Maître Macky Touré, depuis 48 heures, plaide non coupable la cause des personnes supposées être les cerveaux de l'attaque contre la résidence privée du chef de l'État. Le commandant Aubé, Bobo, c'est des gens qui étaient déjà ciblés, qui ont servi d'otages. C'est ça la contre-vérité. Il a été dit ici que c'est Émile Guilavogui qui a recruté entre parenthèses son parent, Jean Guilavogui. Mais dans le même arrêt de renvoi, il est dit que Émile Guilavogui et Jean Guilavogui ont été recrutés par Mme Fatou Badiar. Ça ne tient plus. Je m'attends à un acquittement. Pas un acquittement qu'on aura commandé. Or, à la lumière des débats, toutes les pièces qui ont été produites ici, les CD, les documents PV, tout ce qui s'ensuit, n'ont pas pu justifier l'accusation que le ministère public est en train de soutenir, appuyé par les partis civils. Il n'y a rien de rien. Ce n'est pas le seul argument développé par Maître Macky Touré. Il s'est également prononcé sur le réquisitoire du parquet. À la phase actuelle de la procédure, vous comprendrez que le ministère public, qui fait croire, qui donne l'impression de n'avoir pas eu d'instruction, de n'avoir pas été influencé, il s'est foudroyé, il s'est trahi, il a affiché purement et simplement l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Le dossier du 19 juillet 2011, un procès marathon dans lequel 10 autres avocats de la défense attendent sur le banc. Ils doivent eux aussi plaider la cause des personnes déjà entendues. Autre procès à la une de l'actualité, c'est l'ouverture ce mercredi de l'audience correctionnelle dans l'affaire Malick Sankhon, Cellou d'Alain Gallo, au tribunal de première instance de Dixine. Le leader de l'UFDG est poursuivi pour diffamation par voie de presse à l'encontre du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le plaignant, Malick Sankhon, a été entendu sur les termes de l'accusation à l'absence de Cellou d'Alain Gallo. Compte rendu, Mamadi Kamsoko. C'est en compagnie de certains de ses proches et de son avocat que le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est présenté au tribunal de première instance de Dixine. Malick Sankhon reproche dans ce dossier à El Hadji Cellou d'Alain Gallo d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre par voie de presse. Les faits remontent en février dernier. Après les actes de vandalisme subis par les commerçants à Madina, le leader de l'UFDG aurait accusé le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale d'avoir financé, je cite, les loupards pour s'attaquer aux boutiques et magasins. Entendu par le juge du tribunal de Dixine sur les termes de l'accusation, le plaignant a déploré l'absence du prévenu et dit avoir confiance à la justice guinéenne pour dire le droit. Si j'ai tenu à être auprès des tribunaux guinéens, c'est parce que je fais confiance à la justice de mon pays. La justice doit être rendue. J'ai été souillé dans mon honneur. Ma famille a été souillée dans son honneur et je ne demande qu'à être rétabli dans mes droits. En réalité, Cellou d'Alain Gallo ne se serait pas absenté délibérément. Il aurait été empêché par les négociations du dialogue politique en cours. L'avocat de Malick Sankhon croit en cette version mais veut surtout sa présence à la prochaine audience pour des débats contradictoires. Vous avez constaté l'absence de M. Cellou d'Alain Gallo à cette audience. Et pourtant, notre souhait aurait été d'engager un véritable débat contradictoire avec lui parce que nous tenons à ce qu'il administre la véracité de ses propos. Si ces propos ne sont pas prouvés, il est évident que le tribunal va envisager des condamnations en termes de diffamation. Un moment aussi attendu par les avocats du prévenu pour démontrer les preuves sur les propos tenus. On va essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de le permettre de se présenter ici la semaine prochaine, en train de montrer l'exemple à tout le monde et qu'on débatte les questions. Parce qu'une fois de plus, le propos qu'il a tenu se justifie
Mais nous ne voulons pas, une fois de plus, mettre, comme on dit, le couteau dans la plaie à ce stade-là, pour ne pas en fait surchauffer davantage le sentiment que nous avons connu ici avant le début des négociations. Les travaux de l'audience correctionnelle dans cette affaire de diffamation qui vise le chef de file de l'opposition guinéenne se poursuivront le 19 juin prochain. Venons-en maintenant au grand format de cette édition. 104, c'est le nombre de cas de choléra enregistrés depuis le début de cette année. Avec 6 décès, cette épidémie se propage à un rythme inquiétant. Les mouvements migratoires, conjugués à la négligence dans l'application des mesures d'hygiène, semblent renforcer la propagation de la maladie. Face à cette situation, le ministère de la Santé dit avoir pris des dispositions pour endiguer la progression du choléra, l'urgence de la lutte contre l'épidémie de choléra. C'est un reportage signé Aguirre Toba. C'est à Mamon que les premiers cas de choléra ont été signalés, suivis de Conakry pour un total de 104 cas, dont 6 décès depuis le mois de janvier 2013 à nos jours. Une situation due notamment au déplacement des citoyens dans les zones endémiques et le non-respect des mesures d'hygiène. En Guinée, il y a tous les facteurs de risque que si le choléra arrive, qu'il se propage très rapidement. Je veux parler de l'état d'hygiène, de salubrité de la ville, de Conakry particulièrement, mais c'est valable pour nos campagnes. Les îles, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'eau potable, etc. Et deuxièmement, je veux parler aussi de l'hygiène alimentaire qui reste défectueuse et le comportement humain. Le choléra est une maladie diarrhéique qui survient brutalement, sans douleur abdominale. Il se manifeste par des selles liquides très fréquentes sous forme d'eau de riz, accompagnée parfois de vomissements. La déshydratation provoquée par cette diarrhée peut être réduite à la maison avant que le patient ne soit conduit à l'hôpital. L'eau qui est perdue, il faut chercher à rattraper l'eau. Ceux qui ne possèdent pas de sel de réhydratation orale peuvent préparer ça à partir des sels de cuisine et quelques morceaux de sucre. Si c'est du sucre en poudre, on prend à peu près 6 cuillerées de sucre pour 1 litre d'eau bouillie, qu'on refroidit, on met dedans, et plus une demi-cuillerée à café plus sel. Pour parer à la propagation du choléra dans le pays, certaines mesures semblent prises par les autorités sanitaires. Nous avons créé des sites sentinelles dans les sous-préfectures qui, durant les 5 dernières années, nous ont notifié des cas. Il y a 13 localités où nous avons recruté de jeunes médecins et les donné les moyens pour pouvoir faire cette surveillance de tous les cas de diarrhée qui surviennent dans ces sous-préfectures. Il y a 7 sous-préfectures de Forêt-Caria qui sont prises et 3 de Bofa et 3 de Bokeh, compte tenu qu'il y a une épidémie en Guinée-Bissau. Nous avons aussi constitué un stock de prépositionnement pour faire face à cette maladie. Et chaque semaine, nous avons une réunion ministère santé et partenaires pour analyser la situation du choléra, les tendances et décider des mesures à prendre. Ce spécialiste insiste sur le lavage des mains au savon après les selles et avant de manger, la consommation d'aliments chauds en cette période hivernale et mettre à l'abri des mouches les aliments vendus dans les rues. Il est aussi important de désinfecter les crudités et l'eau avec des solutions de chlore. Sport, après avoir corrigé dimanche dernier sur le score sans appel de 6-1, les Mambas du Mozambique, le Sili national de Guinée se prépare pour un autre rendez-vous au stade du 28 septembre. Le 11 national guinéen doit y affronter l'équipe du Zimbabwe dans le cadre des préliminaires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Dans la perspective de cette rencontre sportive, le sélectionneur du Sili national, Michel Duchère, et certains de ses joueurs ont animé ce mercredi une conférence de presse qu'a suivi pour nous, Fodé Camara. 6-1, c'était le score du match Guinée-Mozambique du dimanche dernier au stade du 28 septembre dans le cadre des préliminaires de la Coupe du Monde 2014 que le Brésil va accueillir. Ce résultat, certes insuffisant pour assurer une qualification directe du Sili national de Guinée pour le tour suivant, mais a servi de trait de réconciliation entre le Sili national de Guinée et son public. Comment elle a abordé cette rencontre du 9 juin dernier? Comment elle se prépare pour le match du 16 juin? C'est pour répondre à toutes ces questions que le technicien français Michel Dussier, le capitaine Camille Zayat et Ibrahim Traoré se sont présentés ce mercredi en fin de matinée devant la presse. Dans l'ensemble, on a fait une bonne première mi-temps, même si on s'est un tout petit peu relâché en considérant un penalty qui m'est apparu un peu sévère, moi, sur le coup. Je l'ai dit après le match que j'ai lancé un appel auprès du public en disant de ne pas nous abandonner, quoi.
Et aujourd'hui, tout le monde sait que la Guinée a une équipe aujourd'hui. Mais c'est grâce à ces supporters qu'on peut avancer. On peut prendre le courage à deux mains pour affronter n'importe qui. La qualification pour le mondial, on sait qu'on n'a pas notre destin entre les mains. Mais bon, comme le coach il a dit, dans le football tout est possible. Donc là, on se prépare à ça. On se prépare à ce que l'Égypte fasse un faux pas et à ce que nous, on gagne notre match contre le Zimbabwe pour aller jouer une finale là-bas. Sur la question du paiement des primes, le directeur du bureau de presse de la Fédération guinéenne de football a éclairé la lanterne des uns et des autres. Il y a un arrêté conjoint qui a été signé en 2004 et qui fixe la prime de résultat à 3 millions, chose qui est caduque à mon avis. Et donc les joueurs veulent que ça change. Donc la balle est dans le camp du ministère de l'économie, des finances et du budget. En un mot, dans le camp du gouvernement pour voir cet état de fait. Ils ont déjà pris les 3 millions contre le Mozambique et en cas de résultat, c'est encore 3 millions contre le Zimbabwe. Comme on le voit, c'est dans un très bon état d'esprit que le Syrie national de Guinée rencontrera les Warriors du Zimbabwe dimanche prochain au stade du 28 septembre, tout en comptant sur un faux pas des pharaons de l'Égypte à Maputo. Comme disait l'autre, d'espoir en espoir, on finira par espérer. Le Syli national de Guinée va-t-il rééditer son récital offensif du dimanche dernier? Rien n'est moins sûr. En tout cas, on y croit dur comme fer. Bonne chance au 11 national guinéen. Et puis pour terminer, ces images de l'agence événementielle de communication et de conseil FAG Prestations qui met à la disposition du public une gamme variée de services. Il s'agit de la location d'hôtesses d'accueil, de chaises et de tentes, de matériel de sonorisation, un service de traduction et d'interprétation est également disponible, ainsi qu'un service traiteur, voilà, qui devrait charmer la clientèle. Eh bien, c'est sur ces belles images que se referme cette édition d'information que vous pouvez toutefois retrouver sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir à tous et à toutes.